Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes, chers amis artésiens. Salut mes camarades. Bonsoir, Elisabeth. L'actualité internationale, c'est les incursions répétées de drones dans l'espace aérien européen. Après la Pologne et la Roumanie, visées par des appareils russes, c'est au tour du Danemark d'avoir été survolé par ces engins qui n'ont pas de pilote à bord. Jeg betragter det som et alvorligt angreb mod kritiske infrastrukturer i Danmark. Det åbenlyse og forstyrre, skabe uro, skabe bekymring, se hvor langt man kan gå, teste grænserne. Faut-il s'inquiéter de ces survols de drones à répétition? L'Europe est-elle en mesure de répondre à cette menace? Comment expliquer la prolifération de ces armes dopées à l'intelligence artificielle? On en débattra ce soir et puis on vous retrouvera Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. Et on va pleurer une immense actrice. Claudia Cardinal qui nous a quitté. Elisabeth, l'actrice avec 87 ans. C'est pas possible de résumer en peu de mots sa carrière, que de films qui nous ont marqués. Nous allons partir à ses origines, à son enfance en Tunisie. Un film? Ah bah, Le Guépard. Eh ben voilà. Bah oui. Très bien. Et vous, Marie? Je vous parle d'une nouvelle méthode de recrutement. Il paraît que certains employeurs vous demandent en entretien de vider votre sac à main, littéralement, pour voir votre personnalité. Aux garçons, bien sûr. Ouais. Non, surtout aux femmes. C'est original et puis c'est illégal. À tout à l'heure. Et pour commencer, on va évoquer l'horreur des féminicides et leur nombre qui ne baisse pas en France. Une jeune femme a été tuée il y a 15 jours à Poitiers, malgré 5 signalements faits à la police. Et un autre féminicide a eu lieu ce matin même à Paris, dans le 20e arrondissement. Pour l'historien Yvan Jablonka, une des explications tient au fait que la culture populaire esthétise la mort des femmes. Il déconstruit cette culture du féminicide dans un ouvrage. On le retrouve tout de suite. Yvan Jablonka, bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Anne Ndiaye et Benjamin Sportouche. Vous êtes avec nous dans 28 minutes pour évoquer cet ouvrage que vous venez de publier, La culture du féminicide au seuil. Un homme explique, déconstruit cette culture du féminicide. Vous disiez dans une interview à Ouest France en 2021, « Je me sens à la fois femme et homme ». C'est ce qui explique que vous vous sentez légitime pour parler précisément des féminicides. Je me souviens ce que disait à l'époque de MeToo des femmes. Pas tous les hommes, mais seulement des hommes commettent des féminicides. J'ai été élevé un peu comme un garçon-fille et il se trouve qu'aujourd'hui j'ai 3 filles. Mais ça, ce sont des aspects un peu psychologiques et c'est pas ça qui a déterminé ce besoin de faire ce livre. Ce livre, je l'ai fait avec un sentiment de colère, de révolte face à des statistiques qui restent dramatiques et quasiment inchangées. 47 000 morts, 47 000 féminicides par année sur la planète. Oui, une femme meurt toutes les 11 minutes. Ouais. Donc ça veut dire que vous voyez, dans quelques instants, là... Voilà. Oui. Et quant à la France, c'est 120 à 130 féminicides conjugaux, sans compter les tentatives de meurtre, les suicides forcés. Il y a quelque chose de terrible et révoltant. Pourquoi on n'arrive pas à régler ça? Alors, on va en parler dans un instant. Vous avez le profil idéal pour en parler. Gaël Legras le réalise. Yvan Jablonka, vous êtes historien, professeur à l'université, éditeur et écrivain. Votre dernier livre dissèque la culture du féminicide dans laquelle nous baignons depuis des siècles. Comment se manifeste-t-elle? Comment en sortir? Pour répondre à ces questions, vous avez le profil idéal. Le collectif Nous Toutes recense 136 féminicides en France en 2023, 141 en 2024 et 113 aujourd'hui depuis le début de l'année 2025. L'un des derniers, celui de Inès Messelem à Poitiers, a eu lieu le 8 septembre. La jeune femme de 25 ans avait pourtant porté plainte et s'était rendue au commissariat à 5 reprises pendant l'été, comme le déplore son frère Mehdi. Des violences, des viols, des menaces, de la violence psychologique. Et malgré ça, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Votre volonté de lutter contre les violences faites aux femmes s'exprime en littérature depuis Laetitia ou La fin des hommes, livre dans lequel vous évoquez la vie et la mort de Laetitia Perret, jeune femme violée, assassinée, démembrée par Tony Meillon en 2011. Laetitia ou sa sœur Jessica ou leur mère ont toutes été victimes de la violence masculine. Et l'affaire Laetitia nous rappelle que nous vivons dans un monde où les femmes se font violenter. Après des réflexions sur la masculinité dans Des hommes justes, puis Un garçon comme vous et moi, vous tracez donc une histoire des représentations des féminicides, celle qui, à force de se perpétuer, engendre une tolérance diffuse. Si elle prend ses sources dans la mythologie puis la Bible, cette culture se manifeste aujourd'hui dans la chanson, la littérature, la peinture. Vous prenez l'exemple de quelques tableaux du peintre allemand Otto Dix en 1922. Ce courant des années 20-30 en Allemagne se manifeste entre autres, selon vous, par un dégoût misogyne pour les femmes.
Vous évoquez aussi le cinéma, notamment Peeping Tom, alias Le Voyeur de Michael Powell, ou encore Psychose en 1960. À propos du film d'Alfred Hitchcock, vous notez d'ailleurs qu'une révolution s'opère car le crime s'exhibe, avec la victime qui hurle, le sang qui coule et le cadavre mutilé. Ainsi, écrivez-vous, aujourd'hui, la culture du féminicide prépare notre esprit au plaisir de la terreur des femmes. Yvan Jablonka, féminicide, le mot a une trentaine d'années. Il a été forgé par des intellectuelles américaines. Et pour résumer, un féminicide, c'est un massacre sexualisé, c'est ça ? Oui, ça consiste dans le meurtre d'une femme en tant qu'il y avait en elle quelqu'un à frapper, violer, détruire, humilier. Et on voit la portée profondément misogyne du crime. Aujourd'hui, il y a eu une réduction du terme aux meurtres conjugaux, et c'est une réduction que je déplore, même si évidemment c'est fondamental d'en parler, parce que le féminicide, c'est aussi... il y a des féminicides de masse, par exemple, comme en Afghanistan, il y a des féminicides d'État, des infanticides ciblés sur des fillettes, il y a un phénomène qui est en train d'apparaître, c'est le terrorisme incel, on va en parler tout à l'heure, masculiniste. Donc en fait, il y a un continent criminel dont il faut faire l'exploration tragique. Et ce continent criminel se propage à travers, évidemment, depuis le XXe siècle, la culture populaire. Mais vous dites qu'il y a une continuité. Au fond, depuis l'assassinat d'Agrippine, commandé par Néron, jusqu'à Elisabeth Short, le Dahlia noir, qui a été déplié, écrit, fantasmé par des écrivains comme James Ellroy, 2 siècles, non, pas 2 siècles, 2000 ans de féminicide, d'obsession, de sexualisation du corps, d'envie de le démembrer, de l'ouvrir. J'ai essayé de montrer la continuité de cette culture du féminicide, de la Bible et de la mythologie jusqu'à nos séries télé. Pour nos séries télé, c'est même pas la peine d'en parler, tout le monde sait de quoi je veux parler. Pour les périodes plus anciennes, il est important de montrer à quel point la culture du féminicide a été portée par des arts aussi différents que la littérature, la sculpture, le journalisme. En Occident, la vous chanson, vous concentrez sur l'Occident. Mais il y a évidemment d'autres cas dans d'autres continents. Et on voit à quel point la culture du féminicide, c'est notre culture tout court. Alors vous écrivez que le féminicide est un anéantissement, d'où ce terme qui peut paraître équivoque, d'idéologie gynocidaire, vous dites, qui s'est encore manifesté dans l'actualité pour vous ces derniers jours. Ce mot gynocidaire, je l'utilise seulement à l'écrit, parce qu'à l'oral, l'oreille française entend génocidaire, et ce sont des violences de masse qui n'ont rien à voir. Même si, évidemment, les violences sexuelles sont une forme de violence de masse, et ça nous terrorise, même si on n'en est pas les témoins ni les victimes directes. Donc le mot féminicide, effectivement, c'est une manière de caractériser non seulement des meurtres qui se réalisent tous les jours, mais aussi une culture qu'on ne voit pas toujours, ou en tout cas qu'on ne voit plus. Et j'aimerais bien qu'on revoie, qu'on réentende, qu'on relise des œuvres qui portent cette culture du féminicide. À propos de féminicide, vous dites les viols de Mazan subis par Gisèle Pelicot, qui était sous emprise chimique du fait de son mari, répondaient à un fantasme de nécrophilie et s'inscrivent dans une culture du féminicide. Oui, la culture du féminicide, c'est à la fois des représentations et des justifications. Du point de vue des représentations, vous avez un certain nombre de scénarios qui viennent comme ça expliquer pourquoi la femme devait être logiquement tuée. Et parmi ces scénarios, on trouve le viol de la morte, ou en tout cas le viol d'une femme qui est considérée comme inanimée parce que déjà défunte. Et on voit que l'affaire des viols de Mazan doit être analysée au prisme de la culture du viol, évidemment, ça a été beaucoup dit, mais aussi, je crois, au prisme de la culture du féminicide. Il y avait cette structure fantasmatique criminelle qui consistait à prendre possession sexuellement d'une femme qui symboliquement était morte. Alors, vous avez évoqué les incels, on va évoquer avec vous et avec Anna un projet d'attentat d'inspiration masculiniste qui a été déjoué, c'était début juillet, je crois. Oui, exactement, à Saint-Étienne, et c'est une première en France. Un lycéen de 18 ans a été mis en examen et écroué pour tentative d'attentat d'inspiration exclusivement masculiniste. J'insiste, c'est inédit. Et le parquet national antiterroriste a été saisi. Alors, ce jeune homme, il était consommateur régulier de contenu masculiniste sur TikTok. Et il avait donc prévu de s'en prendre à des femmes avec 2 couteaux qui ont été retrouvés dans son sac à dos. La DGSI, donc la Direction Générale de Sécurité Intérieure, estime que cette mouvance incel dont vous parliez tout à l'heure pour célibataires involontaires en français, eh bien ce phénomène qui pousse les jeunes à se
les jeunes hommes à se venger des femmes qui les auraient repoussés est très préoccupant. On constate d'ailleurs une explosion des discours de haine en ligne et c'est la raison pour laquelle la DGSI a créé un bureau dédié spécifiquement à la surveillance de ces masculinistes. Alors, quand on en arrive à des actes de terrorisme masculiniste, est-ce que c'est la preuve qu'on a régressé depuis MeToo, historiquement? De toute façon, le masculinisme est une régression puisque ça se présente comme une contre-révolution antiféministe. Donc de toute façon, c'est des gens qui veulent en revenir à avant Simone de Beauvoir et même à avant Olympe de Gouges. C'est vous dire la régression. Mais là, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a un autre scénario qui appartient en propre à la culture du féminicide, c'est le fait qu'on doit punir les femmes trop émancipées, trop entre guillemets, parce que quand les femmes réclament des droits, on considère qu'elles sont trop émancipées, vous comprenez? Et donc, dans ce cas-là, c'est un scénario qu'on retrouve dans de très nombreuses œuvres, par exemple Carmen de Bizet ou La flûte enchantée de Mozart, qui consiste à châtier de manière extrêmement cruelle la femme qui était émancipée. Et de fait, dans la perception masculiniste, c'est exactement ça. Les femmes ont pris le pouvoir, c'est désormais le chaos, et les hommes doivent faire en sorte qu'on revienne à l'ordre naturel. C'est donc un retour de bâton post-MeToo. D'où des passages à la violence gravissime. Mais Yvan Jablonka, est-ce qu'il faut aller jusqu'à censurer des films, ne plus les voir, ne plus les montrer dans les écoles, par exemple, ou dans les collèges, les lycées, pour que les jeunes n'aient plus accès à ce genre de féminicide et d'inspiration féminicide? Alors, je vais vous répondre très simplement, la censure me dégoûte et je ne suis pas un censeur. En revanche, je pense qu'il y a des chefs-d'œuvre qui transmettent une culture du féminicide et ces chefs-d'œuvre, il ne faut pas détourner le regard ni les censurer, il faut au contraire les revoir, mais les revoir avec un regard qui ne soit plus naïf, qui ne soit plus comme ça imbibé, imprégné de toute cette culture du féminicide. Donc revoyons Hitchcock, revoyons Fritz Lang, revoyons Otto Dix dont on parlait tout à l'heure, revoyons Picasso, mais avec cette conscience critique qu'il véhicule des images, des logiques, des discours qui s'appellent la culture du féminicide. Et vous dites, vous allez plus loin, c'est les dernières pages, elles sont magnifiques de votre essai, vous dites qu'il faut initier une contre-culture du féminicide, il faut adopter un regard orphelin. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai voulu changer, j'ai voulu sortir un petit peu du face-à-face entre regard masculin et regard féminin. J'ai proposé cette idée de regard orphelin, c'est-à-dire le fait que quand une femme est assassinée dans ce genre de contexte, on est tous orphelins, c'est-à-dire on est tous en deuil et on doit tous ressentir, je crois, ce sentiment d'être à la fois révolté, inconsolable. Et c'est ça le regard orphelin, c'est-à-dire faire une œuvre qui parle du féminicide, parce qu'il faut en parler, mais en transmettant un désir de vérité, de l'empathie et aussi la volonté de comprendre comment les structures sociales nous ont amenés là. Et comment on baigne dans cette culture du féminicide que vous déconstruisez, que vous analysez avec votre sensibilité habituelle, Yvan Jablonka. Merci d'être venu dans 28 minutes. C'est donc Au Seuil. Merci encore et on va passer à notre débat sur les incursions répétées de drones dans l'espace aérien européen. Après la Pologne et la Roumanie, le Danemark a fait l'objet lundi d'une attaque de grande ampleur perturbant son trafic aérien. La Russie est soupçonnée d'être derrière ces incursions. Comment expliquer l'usage massif de drones? Comment nous en protéger? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Le Danemark ne décolère pas. Lundi, des drones ont survolé l'aéroport de Copenhague. Le trafic aérien a été bloqué pendant plusieurs heures. L'objectif de cette grave attaque est de perturber, créer des troubles, susciter l'inquiétude et tester les limites. Soupçonnée, la Russie dément toute implication dans cette intrusion qui intervient quelques jours seulement après l'interception de drones russes en Roumanie et en Pologne, sur le pied de guerre. Nous prendrons sans hésitation la décision d'abattre tout objet volant qui violerait de nouveau notre territoire. Ces drones qui sèment le trouble en Europe sont devenus des armes stratégiques incontournables. Le Yémen revendique des attaques de drones contre Israël, de même pour l'Iran, tandis que le conflit en Ukraine est devenu l'une des premières guerres des drones. Russes et Ukrainiens les utilisent pour surveiller, mais aussi tuer à distance. Au Salon des technologies de défense et de l'aérospatiale, qui s'est tenu la semaine dernière à Taïwan, ce fabricant ukrainien le confirme. Les engins sans pilote jouent un rôle essentiel.
Certaines zones du front en Ukraine sont entièrement contrôlées par différents types de drones, terrestres, aériens et même maritimes. Les guerres futures s'appuieront sur la technologie des drones. Le secteur est en plein essor. Hier, près de Namur, la Belgique a présenté son tout premier drone, le MK9B Sky Guardian. On voit la tension géopolitique, c'est clair qu'on doit renforcer notre capacité de drone, parce que je pense que ça, c'est vraiment le futur de Wargame. Alors la Wargame, pour reprendre cette expression inspirée des jeux vidéo, est-elle en train de bouleverser la stratégie militaire des armées modernes? La France a-t-elle la capacité de parer les attaques d'engins ennemis et de riposter? Faudra-t-il réguler l'utilisation des drones tueurs? Trois invités qui vont tout apprendre aux béotiens que nous sommes sur le sujet. Michel Olagaray, bonsoir, vice-amiral, ancien directeur du Centre des hautes études militaires. Vous êtes également ancien commandant de l'école navale. Selon vous, les drones font partie aujourd'hui de l'arsenal obligatoire. Cela oblige les grandes nations et les grandes armées à se reconfigurer et à repenser à la fois leur base industrielle et leur stratégie militaire. Jean-Christophe Noël, à côté de vous, chercheur associé à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous avez été longtemps également pilote de chasse et vous êtes rédacteur en chef de la revue en ligne Vortex spécialisée dans la guerre aérienne. Selon vous, les drones ont longtemps été développés par des pays aux moyens militaires plutôt limités. Comme la France, ils avaient pris du retard dans ce domaine, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et enfin, Laura Kayali, bonsoir. Vous êtes correspondante défense au magazine en ligne Politico Europe. Selon vous, l'OTAN est capable de se défendre face aux attaques de drones, mais elle n'a pas les outils adéquats. Par exemple, pour abattre des drones, ceux qui ont survolé la Pologne, il a fallu utiliser des missiles qui coûtent plusieurs millions d'euros. Et on démarre ce débat avec le drone du jour. On va voir ça. Guéran 2, regardez, c'est le drone russe massivement utilisé en Ukraine. À l'origine, il a été conçu en Iran sous le nom de Shahed 136. Il est entré en service en 2020. C'est un engin qui mesure 3,50 m de long et 2,50 m de large. 240 kg, c'est son poids. Il transporte une charge militaire de 50 kg. Il peut aller jusqu'à 185 km/h. C'est cette catégorie de drones, Michel Olagaray, qui a survolé récemment la Pologne et la Roumanie ou pas? Il semble que ce soit cela, mais maintenant, vous savez, dans l'utilisation de drones, on ne sait jamais d'où ça part, ou enfin on ne sait que plus tard. Ce qu'on voulait faire, c'est très différent. Ce type de drone est un modèle qui sert à la saturation. C'est-à-dire que ça sature complètement les défenses et ça permet à des missiles beaucoup plus efficaces, parce que 50 kg d'explosifs, c'est pas grand-chose, ça peut terroriser les populations, bien sûr, et avoir beaucoup de dommages, en particulier collatéraux, mais ça ouvre surtout la voie à des missiles beaucoup plus efficaces de 200-500 kg d'explosifs, qui, eux, attaquent véritablement les infrastructures, puisque c'est ce qui est visé, en particulier, par ces vagues de drones, de 600 drones maintenant par jour. Puisque des essaims de drones. Depuis Anchorage, les Russes ont libéré totalement leurs offensives et c'est au niveau de 600 drones par jour que ça passe. Donc c'est terrifiant. Mais Laura Kayali, on ne comprend pas, on ne peut pas les détecter, ces drones, par exemple, ceux qui ont survolé la Pologne, la Roumanie, on a du mal à savoir où est-ce qu'ils ont été, où est-ce qu'ils sont repartis. Ça paraît fou. Alors ils ont fini par être détectés, mais l'idée... Trop tard. Mais le problème, c'est que de toute façon, la Pologne n'aurait pas pu les abattre avant qu'ils arrivent dans l'espace aérien polonais, en fait, parce que l'OTAN n'est pas en guerre, on est en temps de paix, et donc en fait, vous ne pouvez pas abattre un objet volant si ce n'est au-dessus de votre territoire. Donc ça, c'est aussi une vraie différence entre la Russie et l'OTAN, c'est que les règles, ce qu'on appelle les règles d'engagement, ne sont pas les mêmes. Et donc ce que va essayer de faire l'OTAN et l'Union européenne en parallèle, c'est justement de développer plus de technologies de détection et au-delà de les développer, de les acheter. Mais juste une question, il n'y a que des drones aériens ou il y a aussi des drones terrestres, voire sous-marins, marins, ou ce n'est que dans les cieux? Non, tout à fait. On peut dire que tous les milieux physiques sont en train d'être envahis par les drones, que ce soit donc maritime, terrestre, évidemment, où il y a énormément de drones qui sont envisagés pour des tâches très diverses, d'ailleurs en logistique, tout simplement, porter des charges assez lourdes dans des temps assez longs, évidemment dans les cieux. Et donc, en fait, cette espèce, ce à quoi on assiste, c'est une espèce de militarisation du numérique, tout simplement.
Et là, les drones, c'est une des manifestations, mais on peut dire que le cyber aussi en est une autre. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des points communs entre des attaques cyber et des attaques de drones. Et dans ces cas-là, souvent, celui qui est en offensif a un avantage par rapport à celui qui est défensif. C'est-à-dire ? Pourquoi ? Parce qu'il va justement imaginer des logiciels qui lui permettront d'accomplir certaines tâches. Et avec un peu d'imagination, vous pouvez imaginer des missions que votre adversaire n'a pas prévues. Et là, à partir de ce moment-là, vous avez justement l'avantage sur le terrain. Là où c'est aussi intéressant, c'est que cet avantage ne va pas durer très longtemps. C'est en général, on le voit en Ukraine, quand on arrive avec un nouveau type de drone qui va utiliser certaines technologies, etc. Pendant un mois ou deux, vous allez avoir un avantage. Mais l'adversaire va comprendre comment faire. Comme le cyber, d'ailleurs. Si vous pouvez faire une attaque cyber, on va comprendre comment fonctionne le logiciel, vous allez arriver où il paraît. Donc c'est un avantage qui ne dure pas très longtemps, mais qui oblige tout le temps un renouvellement finalement de la... Et il y a un autre avantage, ça coûte pas cher, on appelle ça le missile des pauvres. Alors, le missile de croisière des pauvres. Celui-là, celui dont nous voulons parler, celui issu de Shell. Le reste peut... ça fait quelques dizaines de milliers d'euros. Mais après, nous passons à des dimensions beaucoup plus importantes. Mais quand on parle de drones, les drones sous-marins existent depuis très longtemps, puisqu'il fallait surveiller, par exemple, le goulet de Brest, savoir s'il y avait des mines ou non, en tout cas le débarrasser. Le goulet de Brest, c'est le passage des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui doit être complètement ouvert, bien sûr, et pour lesquels la marine a fait de très gros efforts. Donc ça fait longtemps qu'il y a des drones sous-marins. J'en ai piloté même un il y a de très nombreuses années, lorsqu'on faisait de la chasse aux mines. Donc vous aviez un petit appareil Il était philo-guidé, oui, c'était très, très intéressant. Donc, mais ça fait 60 ans, madame. Donc vous ne les faites pas, monsieur. Mais il y a, bien sûr, une accélération extraordinaire, comme vous l'avez souligné maintenant, puisqu'on est dans le domaine du digital, du software extraordinairement élaboré. Et cela même transforme la vie. Par exemple, l'armée de terre, maintenant, c'est elle qui prend en charge les drones. C'est-à-dire, elle a le combat aéroterrestre avec la LAT. Elle s'est emparée de ces drones, en tout cas jusqu'à un certain point, puisque là aussi, il y a des différentes catégories de drones, et on peut parler de la robotique, puisque ce à quoi vous faisiez allusion, ce sont aussi les mules, les chargeurs, les espèces de combattants digitaux. Oui, les mules, c'est-à-dire qui portent les charges. Et donc, il y a là aussi un continuum entre l'homme et l'oiseau, si vous voulez, et même le marsouin, qui est assez extraordinaire. Et dans le domaine de la guerre psychologique, c'est intéressant aussi, parce que lorsque vous faites intervenir des drones dans un espace aérien, ça n'est pas comme quand vous envoyez un avion. C'est-à-dire que ce drone-là, s'il est abattu, des limites ne sont pas franchies. Vous envoyez un avion, il est abattu, il y a un pilote qui est mort. Et alors, on va y revenir, mais on va regarder des images d'archives pour comprendre pourquoi les drones militaires sont utilisés par l'armée française depuis 20-25 ans, massivement, comme d'ailleurs par toutes les grandes armées du monde. On s'y est intéressé de près, et ça remonte donc au début du siècle. C'est notre archive. Au Salon du Bourget, l'industriel européen EADS expose ses propres réalisations. Ici, l'Eagle, destiné à l'armée de l'air. Record mondial de vol d'endurance avec 52 heures. 1 tonne 200 de haute technologie pour un coût unitaire de 10 millions d'euros. 3 exemplaires seront livrés l'an prochain. Là, le drone Scorpio des forces spéciales. 13 kilos pour aller voir ce qui peut se cacher derrière un immeuble. Enfin, ce drone hélicoptère de 750 kg, l'Orca, destiné à la marine. Nous avons l'arme du fantassin du futur, c'est-à-dire le drone dit micro-drone, qui pèse aujourd'hui 500 grammes. Donc vous voyez qu'il est très compact, il a un moteur électrique qui permet de le propulser, il a un petit moyen de communication, une caméra qui permet de filmer et de retransmettre les informations en direct sur une petite télévision au sol. Sacrée panoplie. Laura Kayali, est-ce que l'armée française aujourd'hui, quel est son état par rapport aux drones? On a dit à un moment donné qu'elle avait du retard. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un arsenal suffisant? Oui, le retard est en train d'être rattrapé, que ce soit pour l'armée de terre, pour l'armée de l'air ou pour la marine. Mais la France a pris du retard pour les drones aériens ou terrestres, mais pas pour les drones maritimes, où il y a encore une chance même d'être un leader, d'être parmi les leaders. Et dans la construction, dans la fabrication? Dans la fabrication, dans le développement, dans la production, dans l'innovation. Et la France s'est remise aussi sur le segment des munitions téléopérées, donc des drones, un peu des têtes chercheuses, des drones qui ont une cible et qui vont la chercher. Sans opérateur, parce qu'on se posait la question, est-ce qu'il y a toujours un opérateur, un humain derrière, ou certains sont complètement autonomes? Alors la doctrine française, c'est qu'il y a toujours un humain dans la boucle.
C'est pas forcément la doctrine de tous les autres pays. Bon mais en tout cas, la France, voilà, pour l'instant, en tout cas, c'est un point, se met un point d'honneur à ce qui est toujours un humain dans la boucle. Ouais. Jean-Christophe Noël, parce que c'est important justement s'il y a un humain ou pas, notamment sur la notion de guerre, la notion de légitime défense. Ben déjà, s'il n'y a pas d'humain, qu'est-ce que vous allez mettre à la place? C'est-à-dire, il faut quand même... l'intelligence artificielle. Voilà. Donc justement, l'intelligence artificielle. Donc, quel est l'état de l'intelligence artificielle aujourd'hui? Quel logiciel vous allez mettre? Avec quelle performance? Est-ce qu'il va être capable de s'adapter à une situation? Alors peut-être si c'est une situation tactique très simple, pourquoi pas? Mais quand ça commence à devenir compliqué, c'est-à-dire vous avez de la guerre électronique, vous avez des tirs de missiles, etc., ça devient beaucoup plus compliqué. Effectivement, il y a ce problème éthique qui est essentiel et qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, les armées françaises ont décidé d'avoir toujours quelqu'un dans la boucle. C'est-à-dire donc il y aura toujours une intervention humaine, ne serait-ce que pour décider du tir, pour l'autoriser ou peut-être pour l'accompagner aussi. Alors, vous avez évoqué la question éthique. On va justement en parler avec vous trois et avec Anna à propos de la guerre avec des drones qui ressemblent de plus en plus à des jeux vidéo, en tout cas utilisés par certaines armées. Vous allez nous expliquer ça. Oui, notamment en Ukraine. L'armée ukrainienne, elle fait désormais appel aux meilleurs gamers. Un gamer, c'est un joueur de jeux vidéo. Les meilleurs gamers du pays et surtout à leur grande dextérité à manier un joystick. Pourquoi? Eh bien, pour piloter des drones. Et cette nouvelle élite, elle est formée notamment sur un jeu vidéo ultra réaliste qui a été créé sur mesure pour les militaires. Il s'appelle Ukrainian Fight Drone Simulator et on le voit ici. Et puis, le ministère de la Défense ukrainien a même créé un tableau des scores en temps réel pour pouvoir motiver ses troupes avec un système de points et des récompenses à la clé. C'est ce que nous apprennent les journalistes de France Inter. Par exemple, pour un soldat russe tué, c'est 1 point. Pour un avion, 500 points. Et à chaque point gagné, eh bien, on gagne 200 €. Et ces 200 €, ils peuvent être dépensés sur une plateforme type Amazon sur laquelle on vend du matériel militaire dernier cri et notamment des drones. Alors le problème de cette gamification de la guerre, c'est la difficulté à faire la différence entre le virtuel et le réel, d'autant que ces jeunes joueurs, ces gamers, n'ont jamais été confrontés physiquement à la guerre sur le front. Eux-mêmes parlent d'une sensation d'ivresse et d'adrénaline au moment où ils tuent un soldat ou alors quand ils abattent un drone. Et un instructeur, à l'inverse, s'inquiète d'une forme de déshumanisation du conflit. Voilà ce qu'il dit. Celui qui trouve du plaisir à ça est un malade. Alors, Michel Olagaray, est-ce qu'il n'y a quand même pas un problème éthique à laisser planer cette ambiguïté qu'on peut jouer à faire la guerre? Très certainement, mais c'est pour ça que ça a été souligné. Il fallait toujours qu'il y ait un humain qui soit dans la boucle. Et par exemple, l'intelligence artificielle à laquelle vous faisiez allusion, ça n'est jamais qu'une aide à la décision. Ça ne sera, dans nos armées occidentales en tout cas, ça ne sera qu'une aide à la décision beaucoup plus rapide. Ça permet une décision très rapide parce que lorsque les menaces sont très nombreuses, par exemple, il faut discriminer, il faut hiérarchiser, il faut décider. Maintenant, en ce qui concerne les gamers, moi, l'intérêt que j'y vois, c'est que ça peut amener au sein des armées des compétences qu'elles n'ont pas, mais non pas des compétences déjà acquises par des gamers, mais par des enfants qui sont habitués à ce que sont les écrans, les consoles tactiles, etc. Et cela peuvent alimenter les armées, car nous avons besoin de spécialistes. Et nous avons besoin de gens qui ont déjà cette espèce d'appétence. Donc c'est pour ça, d'ailleurs... Imaginez dans l'armée française, demain, peut-être des gamers pour piloter des drones. Il y a déjà une école de formation dans l'armée française concernant la formation en particulier des petits et mini-drones, qui développent les drones, qui développent le savoir-faire, en particulier, puisqu'il y a différents niveaux, et les drones tactiques et les mini-drones. Donc cette école existe. Mais il n'y aura pas de rétribution et d'incitation à tuer, comme il y a là. Alors, voilà. Le problème, c'est que la guerre est tragique. Ne jamais oublier que la guerre est tragique, c'est du sang, c'est des larmes. On l'oublie très vite. On l'a vu au début de la guerre en Ukraine. La France et les Français et tous les peuples européens étaient horrifiés. Et maintenant, que font-ils? Eh bien, ils vont gamer. Mais Laura Kelly, tout à l'heure, vous disiez qu'il y a des armées où il n'y a pas d'opérateurs. Est-ce que c'est le cas des Russes ou pas? Est-ce qu'ils envoient aujourd'hui des drones qui sont complètement autonomes et qui peuvent tirer à l'aveugle? On n'est pas tout à fait sûr. On ne connaît pas très bien l'arsenal russe encore. Les drones de type Shahed dont on parlait tout à l'heure, il y a quand même un opérateur qui les envoie. Mais en fait, quand il y a eu les violations dans l'espace polonais, ils ont aussi plaidé l'erreur. Ah, mais le drone, il s'est perdu, on ne savait pas très bien. Donc, c'est aussi parfois une excuse pour justifier... Je voudrais nuancer un peu ce point de vue en disant qu'on est dans un jeu virtuel où il n'y a pas de réel. On s'aperçoit, par exemple, qu'il y a eu des opérations menées par les forces françaises avec les drones. Vous avez des équipages qui
en fait, ils participent à leur manière au combat. C'est-à-dire, ils sont ils sont vraiment immergés dans le combat. Il faut imaginer une caméra qui survole la zone de combat. Et ces gens-là, voient le combat se dérouler devant eux. Souvent, ils connaissent les gens qui sont au sol. Donc peut-être qu'effectivement, physiquement, vous êtes protégé, mais je veux dire, psychologiquement, déjà, c'est autre chose. D'autre part, les gens dont on parle, ces Ukrainiens, ils ne sont pas à 1000 km derrière, ils ne sont pas à 500 km derrière, ils sont à 2 ou 3 km derrière, ils sont susceptibles, et en plus, ce sont vraiment des cibles de choix, c'est-à-dire qu'on va chercher vraiment à battre. Donc, eux-mêmes prennent un risque. Donc, j'aurais vraiment tendance à se nuancer cette espèce de guerre virtuelle où finalement, chacun est dans son divan un petit peu. Et puis... Il n'y a pas de déconnexion totale entre les drones et leurs acteurs. Ça dépend du type de drone, parce que vous avez des drones américains qui travaillaient en Afghanistan et qui étaient dirigés par au Texas, etc. Donc, si vous voulez, c'est complètement différent. Là, effectivement, c'est du combat rapproché, mais il y a aussi le combat stratégique qui est plus difficile. Alors, on se pose la question de savoir, nous, Européens et au-delà de l'OTAN, est-ce qu'on est prêt à riposter contre ces drones qui pullulent? Écoutez Marc Rutte, secrétaire général de l'OTAN. We are constantly learning and adapting our technology and our tactics based on the evolving threat landscape, and that includes drones. I think what the Russians saw is that we are willing indeed to defend every inch of our territory. It's exactly what happened in Poland when a Dutch F-35 shot down Russian drones. Les F-35 néerlandais, Laura Kaili, ça coûte très cher. Est-ce qu'il n'y a pas une disproportion aujourd'hui entre le coût de ces drones et les moyens utilisés par nous, notamment pour les neutraliser? Si, tout à fait. Il y a une énorme différence financière et qui est identifiée depuis assez longtemps. Donc en fait, on se demande un peu pourquoi on n'a toujours pas tiré les leçons. C'est aussi quelque chose qui a été identifié en mer Rouge, car les Houthis envoyaient aussi des drones sur les bateaux qui répondaient avec des missiles qui coûtaient très cher. Et c'est une des premières leçons aussi de la guerre en Ukraine. Donc il y a eu un peu une espèce de réveil avec ce qui s'est passé en Pologne. Et donc la Commission européenne a un peu pris les choses à bras-le-corps et va réunir bientôt les ministres de la Défense des pays du flanc Est pour réfléchir à comment financer ce qu'ils appellent un mur de drones. Donc des drones de défense, en quelque sorte? Alors, au début, on parle de détection, déjà. C'est quand même la première étape. C'est crucial. Voilà, c'est la première étape. C'est ce qu'on sait déjà relativement bien faire. Et dans un deuxième temps, pourquoi pas, interception. Donc, on n'est pas sur des drones qui vont aller en Russie pour... Voilà, c'est plutôt de la détection et potentiellement de l'interception. Michel Olagari, est-ce que c'est pas ça aussi l'enjeu? C'est que... utiliser des drones, c'est déstabiliser, obliger à déployer des moyens disproportionnés. Mais oui, tout à fait. Voilà. C'est effectivement, ça fait partie des enjeux. Mais d'ailleurs, nous avons adapté. Par exemple, lorsqu'on a utilisé des missiles Aster devant les Houthis, ça coûtait extrêmement cher. On est passé au canon. Et maintenant, ce que nous développons, et les programmes qui se mettent en place très rapidement, ce sont des systèmes d'autodéfense avec des canons. Ouais. C'est-à-dire c'est beaucoup moins cher, bien sûr. Et ce que l'on développe maintenant, et ce qui se développe, ça a été commandé par la DGA d'ailleurs, ce sont les armes à énergie dirigée. C'est quoi la DGA? La Direction Générale des Armées de l'Armement. En relation avec les états-majors, ce sont les lasers en particulier. Alors, pour cela, il faut... c'est pour des installations fixes ou des bâtiments. C'est quand même plus difficile à gérer parce qu'il faut beaucoup de puissance, entre quelques kilowatts et quelques dizaines de kilowatts. Et puis, ça dépend de la distance aussi, ça dépend du climat, enfin de l'atmosphère, etc. Mais ça, c'est l'arme, parce que c'est une arme qui demande qui a beaucoup de réactivité en particulier, qui peut générer des impulsions très rapides. Mais là encore, et on l'a souligné tout à l'heure, les contre-mesures se mettent en place, c'est-à-dire des revêtements particuliers sur les drones et des protections particulières des endroits beaucoup plus fragiles des drones, c'est-à-dire ce qui est capteur et ce qui est moteur. Donc, d'ores et déjà, on n'est même pas encore dans le développement et le déploiement de ces drones-là. Et nous avons déjà en développement la cuirasse et le glaive qui se développent. Qui correspondent. Jean-Christophe Noël, on pourrait imaginer une régulation, un traité de non-prolifération contre les drones, où c'est un vœu pieux, c'est délirant, il y en a trop déjà partout? Si on reprend ce que je disais au début, ce sont souvent des logiciels qui sont à l'intérieur. Comment régler ces logiciels? Encore une fois, c'est un petit peu le même problème que dans le cyber. Donc, ce que vous pouvez... Juridiquement, impossible. Ça va être compliqué. Ce que vous pouvez faire, c'est proposer des bons usages. C'était en fait le respect du droit déjà international humanitaire et donc ses principes, et ce serait déjà beaucoup. On voit, je pense que les Ukrainiens seraient très heureux si les Russes respectaient ces principes. Donc ça, on peut essayer de le développer, on peut essayer... En fait, le problème qu'il y a eu, c'est qu'on est très mal parti avec les drones. Les drones, si vous vous souvenez, il y a 15 ans, on aurait été ici il y a 15 ans, par exemple. De quoi on aurait parlé? On aurait parlé des frappes de décapitation.
Et justement, avec les drones, où on allait décapiter les différents chefs des insurgés, etc. À l'époque, l'ONU a essayé de réagir. En fait, il y avait deux choses qui l'inquiétaient. C'est qu'il y a un risque de prolifération des drones et de prolifération de ce type d'attaque, parce que ça fonctionnait. Alors on voit qu'ils ont eu raison, mais on voit qu'aujourd'hui, le problème est beaucoup plus vaste, parce qu'en fait, les drones ont envahi partout. Ils sont partout sur le champ de bataille et ont vraiment envahi tout l'aspect de l'écosystème. Il y avait 3 pays qui possédaient des drones armés en 2010. Il y en a 48 aujourd'hui, en 2024, Laura Kayali. Mais ça veut dire en même temps que ça peut mener à une généralisation de conflits, même de la part de groupes qu'on n'imaginait pas. Le cas des Houthis dont on parlait au Yémen. On a été surpris de cette utilisation massive de drones. Oui, c'est vraiment l'avantage des drones qu'on évoquait un peu tout à l'heure, c'est que c'est pas cher, c'est que vous pouvez partir parfois de drones civils et bricoler un peu, mettre des explosifs. Ça peut se fabriquer relativement facilement, ça ne nécessite pas des années de développement. Donc effectivement, c'est typiquement le type d'armes que peuvent utiliser des groupes qui ne sont pas des groupes étatiques. Qu'on imagine mal signer un traité de non-prolifération, par exemple. Ben justement, pour revenir sur ça, il y a des efforts à l'ONU pour un traité pour caricaturer un peu ce qu'on appelle les robots tueurs, mais c'est plutôt lié, c'est pas pour limiter les drones, c'est pour justement limiter les drones où il n'y a pas d'humain dans la boucle. Donc c'est plutôt lié à l'intelligence artificielle et dans quelle mesure est-ce que l'humain reste impliqué, notamment pour la reconnaissance de cibles, pour le tir et pour ce type d'éléments. Mais c'est vrai que l'ambiance actuelle n'est pas tout à fait propice à la limitation. C'est ce que vous sembliez dire. Et qui croit que maintenant, où les crises dégénèrent en guerre, qui croit encore à la nécessité, à l'utilité des conventions, qui sont toutes dénoncées, les unes après les autres. Traité de non-prolifération nucléaire à peu près par tout le monde. Les mines, terrestres aussi. Les mines, vous avez vu l'Estonie maintenant qui s'est retirée de ces traités, parce que quand nécessité fait loi. Et tous les traités nucléaires entre la Russie, alors vraiment ils s'en délient à qui mieux. La Russie a proposé que l'un d'entre eux soit prolongé d'1 an, c'était quand même une manœuvre un peu anti-trumpienne, mais qui croit encore aux vertus de ces conventions? Lorsque la crise devient guerre, plus rien n'arrête. D'ailleurs, si nous parlons de régulation aussi, vous verrez les limites de la régulation, parce que la régulation en temps de paix, qui sont une spécialité européenne de pays occidentaux, n'existe plus en temps de guerre. Il faut bien savoir que la guerre, c'est du sang, ce sont des morts, et c'est de la survie des nations. Une dernière question. Une question d'actualité. Donald Trump, président américain, qui considère désormais que l'Ukraine peut gagner et reconquérir des territoires. Jean-Christophe Noël, ça veut dire quoi concrètement? Est-ce qu'on peut imaginer que militairement, il va y avoir une assistance plus forte des Américains pour l'Ukraine? Je crois qu'il faudrait demander à Donald Trump, parce que ça dépend des jours. Si on est une journée pair ou impair, je ne sais pas. Ça veut dire... Attendons de voir déjà la semaine, si ça tient toute cette semaine. Laura Kayali, mais en termes d'arsenal américain, là, on imagine qu'en effet, l'Amérique est large, a une suprématie très, très forte en termes de drones et technologies très poussées. Oui, en fait, ils ont aussi beaucoup de ce qu'on appelle de masse. Donc, ils ont, je sais pas combien de porte-avions. Enfin, voilà, ils ont beaucoup ils ont plus que nous, en fait. Et sur les drones, ils sont assez avancés, mais pas nécessairement les plus avancés. Et sur l'Ukraine, c'est toujours la même histoire. C'est que Donald Trump veut bien donner des armes à l'Ukraine, mais il faut que ce soit les Européens qui les achètent. Qui les payent. Voilà, qui les payent. Merci à tous les trois d'être venus nous expliquer et nous faire un peu mieux comprendre les enjeux autour de cette prolifération mondiale de drones. On va rester dans l'actualité vue par Xavier Baudieu et Marie Bonisseau, la mort de l'actrice Claudia Cardinal à 87 ans, la plus belle italienne de Tunis, comme on l'appelait, et Vide ton sac, où les abus plutôt scandaleux lors des entretiens d'embauche menés avec des femmes. Mais d'abord, le mot vedette du jour, c'est Svalbard, un archipel arctique qui concentre tous les stigmates du réchauffement climatique, c'est entendu. Je vous emmène maintenant dans l'archipel du Svalbard. Bon, dites-moi, qu'est-ce qui se passe au Svalbard, là? Norvégien du Svalbard. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Svalbard, du vieux norrois Svaleur, froid, et Bard, côte, désigne un archipel de la superficie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, située dans l'Arctique à 900 km au nord de la Norvège, dont il fait partie. Une étude publiée le 18 août a montré que l'archipel est l'endroit qui se réchauffe le plus vite au monde. En mer de Barents à l'été 2024, les températures étaient jusqu'à 5 degrés supérieures à celles de la période 1991-2020. Le Svalbard, spot le plus septentrional au monde, desservi par un vol régulier, se réchauffe 6 à 7 fois plus vite que le reste de la planète. En 6 semaines, 62 millions de tonnes de glace ont fondu, soit 1% du total.
La planète chauffe, la glace et la neige fondent, l'eau et la toundra ainsi découvertes plus sombres ne réfléchissent plus le soleil, les degrés s'accumulent, tandis que le dégel réveille des bactéries productrices de méthane, un vilain gaz à effet de serre. En février, le Svalbard se dégèle généralement à moins 15 degrés. Cette année, le thermomètre est monté à plus 4 degrés. Déjà en 2017, la fonte du permafrost avait menacé la réserve mondiale de semences du Svalbard, un congélateur arche de Noé pour graines, destiné à protéger les semences les plus précieuses du monde de toute catastrophe planétaire et assurer l'approvisionnement alimentaire de l'humanité à jamais. Ne jamais dire jamais. En vertu d'un traité signé par 45 pays en 1920, la souveraineté du Svalbard, découvert en 1596 sous le nom de Spitsberg, est norvégienne. Mais les signataires ont le droit d'y exercer une activité économique, pas militaire. 2500 humains de 40 nationalités y vivent entourés d'autant d'ours polaires. Jusqu'à quand pourront-ils clamer « Oslipel, archipel » Ah, Thibaut Nolte, merci. Marie Bonisseau, Xavier Bauduit, l'heure de vos chroniques. Bon, on est terriblement triste parce qu'on l'adorait, Claudia Cardinal, qui est morte près de Paris, d'ailleurs, à 87 ans, hier. Et une carrière magistrale, elle a tourné avec Visconti, Fellini, Sergio Leone, Philippe de Broca. Arte diffuse ce soir Cartouche, en hommage à Claudia Cardinal. Une histoire qui commence en Tunisie, Xavier. Oui, Elisabeth, oui. C'est le 15 avril 1938, à Tunis, en Tunisie, donc, que naît Claudia Cardinal. Elle naît pas très loin de la gare, dans un ensemble immobilier qu'on appelle le foyer du combattant. L'immeuble dans lequel elle est née avait été construit au tout début des années 1920, après la Première Guerre mondiale, et vous comprenez pourquoi. Donc, c'était pour accueillir à l'origine les anciens combattants. C'est un bâtiment qui se situe avenue Jules Ferry. Oui, Jules Ferry, 1938. La Tunisie est alors sous protectorat français depuis 1881, quand le président du Conseil d'alors, Jules Ferry justement, a décidé d'envoyer un corps expéditionnaire. Claudia Cardinal est française ou pas française? Alors voilà, c'est ça. Elle naît donc sous protectorat français. Non, elle appartient à la communauté italienne. Donc elle est italienne, une communauté qui est là depuis très longtemps. Elle, ça fait plusieurs générations que sa famille est installée ici, sans doute pour des raisons économiques. Mais je vous dis italienne, c'est pas tout à fait vrai. En fait, il faudrait dire sicilienne. Et d'ailleurs, Claudia Cardinal a appris l'italien sur le tard, parce que à la maison, on parle sicilien. Bon, en tout cas, elle naît à Tunis, ça c'est sûr, dans un quartier qu'on surnomme la Petite Sicile. Et ce quartier, bon, elle y va sans arrêt, mais elle le quitte aussi pour aller à La Goulette. La Goulette, c'est la ville portuaire, c'est le port de Tunis, hein, c'est juste à côté. Et c'est là qu'elle imagine son avenir, sans doute dans l'enseignement. Et puis, le hasard, les rencontres font qu'elle s'oriente. Non, elle ne s'oriente pas, en fait. Elle est projetée vers le cinéma. En 1956, René Vauthier, le cinéaste, vient à Tunis pour tourner un film documentaire. Les Anneaux d'Or, c'est l'histoire de femmes qui se battent pour défendre leur famille de pêcheurs. Il a besoin de visage. Il y a Claudia Cardinal qui est là. Et elle est remarquée. Donc, c'est en toute logique quand Jacques Barretti, un autre cinéaste, vient, mais vraiment dans la foulée, tourner son film, juste après, Goa, eh ben, il a besoin d'un visage, et elle est là. Et elle est là, toujours en Tunisie. C'est toujours en Tunisie, cette histoire-là. On est en plus à un moment particulier de l'histoire de la Tunisie, hein, parce qu'en 1956, le pays devient indépendant. Et puis, l'année suivante est organisé un concours de beauté. Alors, la légende dit qu'elle ne voulait pas y participer, c'est le hasard, etc. En tout cas, elle est élue la plus belle italienne de Tunisie. Et le prix de ce concours, c'est de pouvoir aller à Venise au moment de la Mostra, le festival de cinéma. Et ça y est, l'aventure cinématographique commence, une carrière qui a pu la conduire, mais partout dans le monde. Et ça, c'est toujours quelque chose qui est époustouflant de voir combien Claudia Cardinal a marqué, avec, dans cette carrière-là, un attachement constant à sa Tunisie natale, par les livres, par les films. Et puis, à la Sicile de ses origines, elle est une formidable Sicilienne dans le Guépard de Visconti. Donc après la France, l'Italie, le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest, partout. C'est une actrice majeure, un visage rayonnant. Et mondial. Et ce soir donc, Cartouche de Philippe de Broca. Elle joue Vénus aux côtés de Jean-Paul Belmondo. Film absolument admirable. Marie, alors attention au test du sac à main. C'est quoi cette affaire? Au cours de différents entretiens d'embauche, les femmes, on leur demande d'ouvrir leur sac. Alors c'est une alerte qui a été donnée en France par une certaine Marie, qui parle sous un faux prénom parce qu'elle dénonce son employeur et qui a raconté son humiliation à nos confrères du journal Le Parisien. Marie, c'est une maman solo, comme certains disent. Elle élève toute seule un enfant dans l'Oise. Elle est fragile parce qu'elle sort de 8 mois de chômage.
Alors, son entretien d'embauche à un poste d'animatrice de vente, il est très important pour elle. Elle n'y va pas les mains dans les poches. Elle a pris son sac à main. L'entretien commence normalement. Elle est seule face au chef de vente qui lui demande si elle sait travailler en équipe, si elle connaît les produits qu'elle doit vendre et si elle est organisée. Oui, répond Marie, je suis bien organisée. Ce à quoi le chef des ventes réplique, est-ce que je peux jeter un coup d'œil à votre sac à main pour voir s'il est aussi bien rangé que dans votre tête? Que dans votre cerveau. Au début, Marie a cru à une blague. Mais non, vraiment, montrez-moi votre sac à main. Faites donc preuve de transparence. Alors, elle a fini par déballer son sac en rougissant parce qu'il y a ces protections périodiques dedans. Ouais. Heureusement que les antidépresseurs étaient tout au fond, il ne les a pas vus. Marie a eu le job finalement et une colère qui ne s'en va pas parce qu'on a violé son intimité pour 1 800 € par mois pour évaluer en fait sa soumission à l'entreprise, pour voir si elle obéit aveuglément. Non, Marie n'est pas aveugle ni bête, elle est juste en position d'infériorité parce qu'elle a besoin de travailler. Ce test du sac à main, il est strictement interdit par la loi. Ce qu'on peut vous poser en entretien d'embauche, je rappelle fort justement un juriste dans Le Parisien, ce sont des questions qui ont un rapport avec votre futur travail. Vos serviettes hygiéniques n'ont pas de rapport avec vos futures ventes. Sans compter qu'en plus, ce test est un petit peu sexiste parce que qui souvent se balade avec des sacs à main. Voilà, c'était ma petite chronique France Travail qui se termine comme ça dans les médias et pas devant la justice parce que Marie a peu de chances de porter plainte pour discrimination. Elle en a le droit, mais maintenant elle a un travail et elle va essayer de le garder. Et elle n'a pas envie de le perdre. Voilà. Merci Marie. Marie, hein. Voilà, c'est le prénom du jour. Et merci à tous. On se retrouve demain 20h05. Liebchen, tchuss.